pour tenir cette première session des 2 tables rondes des 10 voies de l'économie. Les 10 voies de l'économie, c'est une opération qui a été montée par le Cercle des économistes en partenariat avec Le Monde et qui consiste à faire dialoguer 10 think tanks de nature et plutôt d'opinion et d'analyse extrêmement divergentes, mais pour trouver justement des terrains d'analyse commune. C'est quelque chose qui a été lancé pendant la période préélectorale et pour essayer justement d'éclaircir le débat. Mais on continue au-delà. Et sur les sujets qui sont liés bien sûr au thème général de ces rencontres d'Aix, pour cette première session, donc, c'est produire et travailler en France. Donc ce qu'on va aborder, on va aborder 2 sujets a priori différents, même si on pourra faire éventuellement des liens entre les deux, que sont d'une part, produire en France, c'est la question de l'attractivité, c'est-à-dire dans la phase générale de croissance qui semble-t-il s'amorce à l'échelle mondiale européenne et gagne maintenant l'Europe, dans quelle mesure la France est bien placée et peut être mieux placée? Et la seconde question, c'est celle de travailler en France, qui est celle de la mutation, alors plus globalement de la mutation du travail en général face aux technologies, mais aussi face aux défauts structurels du marché du travail. C'est peut-être par là qu'éventuellement, d'ailleurs, on retrouvera la question de l'attractivité de la France. Et pour traiter ces 2 questions, je vais très brièvement donner la parole à chacun des intervenants et sur une première session une première partie de cette session qui sera sur justement l'attractivité, comment rendre le territoire français attractif pour les entreprises françaises, bien sûr, mais aussi étrangères, pour les investissements, pour les talents, comme on dit, pour les compétences. Et la deuxième session, donc, sur les mutations du travail. Et voici notre... Il manque une chaise? Non, elle est là. Voilà, bonjour. Voilà, tout va bien. Et il y a assez de chaises pour tout le monde. On vous met au centre. Ouais. Donc on va démarrer sans tarder parce qu'on est déjà en retard sur le... Désolé, hein, c'est une catastrophe. Non, ça marche. Le micro marche ou pas? Non, pas le vôtre. Il faut parler plus fort. Non, attendez, il faut appuyer sur le bouton. Ah, il y avait un Oui, bouton. c'est ça. Est-ce que là, ça marche mieux? Voilà. Et il fallait appuyer sur le bouton, tout simplement. Il faut des ingénieurs dans les tables rondes. Oui, c'est vrai. Après, la fabrique de l'industrie aurait pu m'aider d'emblée. C'est ce qu'elle a fait. Alors, pour intervenir donc dans l'ordre que je vous propose, nous aurons Paul Alibert de l'Institut de l'entreprise, puis Sandrine Duchesne, justement, de la Fondation Jean Jaurès, Olivier Babot de la Fondation Concorde, qui est tout au bout là-bas, puis Xavier Rago de l'OFCE, qui est à l'autre bout, là-bas, et enfin Denis Rank de la Fabrique de l'Industrie. Voilà, donc je vous donne tout de suite la parole à Paul Alibert sur la question de l'attractivité de la France. Qu'est-ce qui est, selon vous, en 5 minutes, les conditions nécessaires pour qu'on puisse avoir une croissance partagée en France? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, je suis honoré et impressionné de parler le premier, surtout en sachant qui parle après. Mais l'avantage, c'est que je pense ne pas pouvoir tout dire de notre sujet, donc il y a au moins 4 qui seront satisfaits. Alors, concrètement, dans un monde qui est ouvert et de plus en plus ouvert, la question de l'attractivité d'un territoire, en l'occurrence d'un pays, est vraiment primordiale, et aussi bien vue de l'extérieur, c'est-à-dire dans la perspective d'intérêts étrangers qui cherchent à se diversifier sur le plan géographique, que vue de l'intérieur. Et ça, c'est la perspective simplement de pouvoir trouver un travail ou investir son argent quand on est une entreprise dans son propre pays. Alors moi, j'aimerais aborder le sujet sous les 2 angles. D'abord, en commençant par l'extérieur. Et c'est voilà, plus on voyage, plus on parle avec nos confrères étrangers, plus on mesure le trésor français.
Jean-Marc Daniel, qui est notre économiste à l'Institut de l'entreprise, avec lequel on travaille beaucoup, rappelle toujours l'importance de prévoir les cycles et d'essayer de les percevoir. Et en ce moment, je pense que c'est clair que la France entre dans un cycle positif, peut-être à contretemps par rapport à d'autres pays, mais finalement, on a une série de facteurs qui sont en train de s'aligner de manière positive. Les atouts français sont très nombreux. D'ailleurs, souvent, ils sont mieux perçus par les étrangers que par les Français eux-mêmes. Donc patrimoine, culture, immobilier, les savoir-faire, le personnel qualifié, la forte créativité technologique et artistique. Donc pour éviter, on ne va pas faire un panégyrique de tout ce qu'on sait faire en France, mais les atouts français sont énormes. Et pourtant, vu de l'intérieur, la situation est perçue négativement et avec une fracture croissante entre deux France, une qui voit des atouts et l'autre qui voit ce qu'elle est en train de perdre. Alors, les entreprises elles-mêmes sont confrontées à ces difficultés, notamment à des coûts du travail qu'elles décrivent et qu'elles expérimentent comme étant trop importants, notamment par rapport à ce qu'elles peuvent trouver dans d'autres pays. Alors, c'est lié à notre modèle social et finalement, les exemples, on peut en prendre, ils sont très concrets, très simples. Un job en plateforme d'appel dans un grand groupe français aujourd'hui, en France, ça coûte à l'entreprise entre 55 et 65 000 euros tout chargé en moyenne. Et si le poste est créé en France dans une filiale dédiée avec une autre convention collective peut-être plus souple que celle d'un groupe qui transporte avec lui un modèle social ancien et coûteux, on va tout de même avoir des charges importantes et donc finalement un coût total du salarié entre 40 et 50 000 euros. Mais alors dans le même temps, le même travail peut très souvent être effectué offshore. Et dans le domaine francophone, si on prend l'exemple de Maurice, on va trouver le même genre de job, 23 000 euros, tout chargé, pour 50 heures hebdomadaires. Donc ça, c'est un sujet quand même concret. Quand on est dans une entreprise, on se pose la question de savoir comment le surmonter, maintenir l'intérêt pour le groupe, surtout quand il est à une dimension internationale, de maintenir l'emploi en France. Alors on ne peut pas nier ce problème, et en même temps, je pense que d'abord certains pays ont bien compris le filon, et exploitent tous les aspects de notre attractivité. D'abord l'attractivité des marchés, avec des travailleurs détachés qui sont plus compétitifs, et également qui savent attirer les entreprises, y compris les entreprises, disons, d'ancrage français, dans des sites délocalisés. Donc il y a un coût du modèle social, mais qui est à la fois donc, un élément qui peut être conçu comme un frein de compétitivité, mais en même temps un modèle d'attractivité. Alors comment est-ce qu'on sort de ce dilemme? Finalement, peut-être que c'est le moment de mettre en valeur un peu mieux ce qu'on sait faire en France. Il y a une époque où on s'est lancé dans la mise en valeur de la dimension artisanale de nos offres, mais à travers les sujets du transport, de l'hôtellerie, de l'industrie, on voit les limites de ce que j'appellerais le handmade. Ça ne suffit pas pour retenir les investisseurs, retenir la production, car il faut de plus en plus, dans la plupart des secteurs, produire de manière plus industrielle, avec une qualité mieux standardisée. C'est exactement ce que propose comme valeur Uber, par exemple. Et par rapport, si on compare à l'offre française de place qui est ICAB, c'est meilleure standardisation et une offre plus industrielle. Ensuite, on a mis en valeur, après le handmade, peut-être le fait que c'était produit en moindre quantité, mais pas en Chine, donc en France. Et là, on a vu Arnaud Montebourg en marinière. Et finalement, c'est aussi un aspect important, c'est après le handmade, le made in France. Mais là encore, je pense que maintenant on rentre dans une phase où il faut dépasser ça. Et peut-être que la prochaine étape, c'est ce que j'appelle le made by humans.
C'est-à-dire que on prend ce qu'on aurait tendance à délocaliser parce que c'est handmade, on prend ce qui porte le cachet d'une activité ou d'une caractéristique bien française et on le rend viable en y impulsant de la valeur humaine. Alors je prends un exemple, l'exemple type dans un produit de masse, c'est les vêtements, le slip français. Voilà. Le slip français, a priori, c'est ce qu'on a envie de produire en Chine, mais ça marche en France, pas parce que c'est fait à la main, pas parce que c'est français, mais parce que c'est fait par des gens qui incarnent l'entreprise et qui savent incarner un modèle sympathique qui fait que les gens sont prêts à acheter ça. Donc voilà, je pense que ce type de dynamique s'observe partout. On passe du handmade au made in France et peut-être maintenant au made by humans avec une valeur humaine impulsée dans le produit. Il faut qu'on arrive à développer beaucoup plus ce type de dynamique. Et ça, je parlais des plateaux d'appel tout à l'heure, ça existe aussi dans les plateaux d'appel. Voilà, donc il y a un sujet de coût, mais ma conviction c'est, même s'il nous freine, on a des solutions, on a des moyens d'avancer. Et donc sur l'attractivité, je voulais ouvrir le propos par le made by humans. Merci. Visiblement, il y a un problème de perception de ce que sont les atouts, les attractivités. Il n'y a pas aussi que des questions qui sont chiffrées, qui sont matériellement visibles. Parce que quand on dit 50 € contre je ne sais pas combien, a priori, la décision rationnelle est forcément de délocaliser. Donc si on s'en tient là, on ne voit pas comment on peut être attractif et pourtant on l'est. Donc il y a quand même un problème aussi de représentation permanente et de répétition permanente d'éléments comme celui du coût, dont on se demande jusqu'à quel point les entreprises font vraiment des arbitrages seulement en fonction de ça. Parce que si elles le faisaient effectivement que en fonction de ça, il n'y aurait vraiment plus rien ici, ce qui n'est pas le cas. Sandrine Duchesne, en 5 minutes, comment justement vous percevez la façon dont on perçoit l'attractivité de la France et le discours qu'il y a autour de cette question? Est-ce que vous m'entendez? Pas du tout. Et là, pas plus. Et là, oui, c'est mieux. Ah, c'est celui-là qui... Je commence mes 5 minutes. Bonjour à tous. Moi, je pense que tout ce que vient de dire mon collègue est très juste, mais que le débat sur l'attractivité, il est en train de bouger. Il est en train de bouger. Le monde d'avant, c'était quoi? C'était tout ce qui tournait autour de la mondialisation dite heureuse. Le fait que grâce à la mondialisation et puis la tombée des barrières douanières, les entreprises mondialisées allaient profiter de gains d'efficacité grâce aux chaînes de valeur mondiales, que tout cela allait être rendu aux consommateurs des pays développés, principalement par des baisses de prix. Ça allait de pair avec ce que vous disiez, la délocalisation des activités à faible valeur ajoutée et des emplois qui allaient avec. Pas seulement dans l'industrie, mais je voudrais préciser aussi que c'est vrai dans les industries de services, dans les back-office. Et ça allait aussi avec, et c'est ça qu'on appelait l'attractivité, la concurrence entre pays développés pour attirer les activités à haute valeur ajoutée et aussi les emplois qui allaient avec une concurrence principalement par les prix, une concurrence par les coûts, le coût du travail, le coût du capital, et puis aussi un peu de qualité, des infrastructures, de la main-d'œuvre, mais je dirais que le déterminant principal, c'était le prix. Et puis là-dedans, le rôle des politiques publiques, c'était d'atténuer les effets de la mondialisation sur les perdants. Moi, je dirais plutôt mal, que ce soit pour les individus ou les territoires. Alors, je pense que ce modèle est en train vraiment d'évoluer pour 3 raisons. D'abord, parce que les fondamentaux économiques de ce modèle sont en train de s'épuiser. Je veux dire par là que quand on regarde ce qui se passe dans les pays émergents, eh bien, finalement, le différentiel de coûts existe encore avec les pays développés, mais il est en train de s'atténuer, que ces pays ont des problèmes aussi de pénurie de qualification, et puis aussi de modèles de croissance durable avec les phénomènes de pollution qui vont avec. Donc avec en perspective des gains pour le consommateur qui sont beaucoup plus faibles. Deuxièmement, le consensus politique qui allait avec cette idée de mondialisation heureuse je vais faire court, à voler en éclats. Et ça, au-delà même de la montée des extrêmes dans les pays développés. Et on voit finalement la résurgence de la notion de frontière,
pas seulement des aspects territoriaux, comme par exemple ce que l'on voit dans le débat sur les accords commerciaux, le TTIP, le CETA, toute cette vague qui est en train quand même un peu de s'arrêter ou d'être freinée, mais aussi de façon peut-être plus insidieuse et plus subtile. Je pense par exemple à la protection des données personnelles ou à la localisation des données. Tout ça remet finalement dans les chaînes de valeur mondiales des frontières assez intangibles. Ça, c'est la deuxième idée. Et la troisième, elle est très importante, c'est que ce que l'on perçoit aujourd'hui, peut-être au-delà des différentiels de coûts et des effets de la mondialisation, c'est simplement les effets de la vague technologique et digitale qui nous arrive, qui est en train de rebattre les cartes, parce qu'elle est source de menaces, mais aussi d'opportunités. Et ça a à voir avec ce sujet que nous traitons aujourd'hui, produire et travailler en France. Incertitude et risque, si l'on regarde d'un point de vue général, parce qu'un certain nombre d'études pointent maintenant les risques sur la classe moyenne dans les pays développés. Que vont devenir les emplois de la classe moyenne avec l'automatisation et la robotisation? C'est la question essentielle qui est encore très ouverte et très débattue parmi les économistes. Et c'est vrai que dans les services financiers, on la voit, la vague, elle est là, la vague d'automatisation et de robotisation. Mais par ailleurs, et je vais conclure par là, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste, que tout n'est pas joué, qu'on a aussi des opportunités qui s'ouvrent par la création de nouveaux services et de nouveaux usages d'abord, qui vont requérir de nouvelles qualifications, de nouveaux emplois. Et donc on va ouvrir un peu le jeu par rapport à notre débat sur la compétition entre États. Et puis aussi parce que je pense que cela ouvre aussi des combinaisons productives nouvelles. Je vais prendre un exemple. C'est vrai qu'on parle beaucoup de l'offshoring, mais finalement, l'automatisation va beaucoup affecter les emplois qui sont déjà délocalisés. Ça sera peut-être la seconde session, ouais. Ça, justement, la deuxième partie. Possible, on peut en discuter. Mais du coup, pour les grandes entreprises et les entreprises, il y a des gisements de productivité à exploiter pour éventuellement recréer de l'emploi en France. Et là-dessus, je pense que ce sera vraiment une question de choix d'entreprise, de responsabilité d'entreprise. Et je vous rejoins sur la notion de human-made ou même made in France. Je pense que ces facteurs-là vont compter. Et enfin, pour les politiques publiques, on voit bien que le débat est en train de se déplacer aussi vers la qualité de la main-d'œuvre, l'accompagnement, la formation, la R&D. Enfin, tout ça est battu et rebattu, mais prend, à mon avis, une couleur particulière dans ce contexte. Merci. Olivier Babot, de la Fondation Concorde, sur les conditions de l'attractivité. Toujours. Là. Bonjour à tous, merci de votre invitation. Alors il faut un méchant dans un débat. Je vais essayer d'être le méchant, je ne suis pas certain d'y parvenir. La prospérité comme l'attractivité est une notion relative. On se pose la question de la façon d'augmenter notre attractivité, mais du point de vue migratoire, la France est déjà très attractive. Pourquoi ? Parce que la prospérité est effectivement totalement relative. Et par rapport à un paysan du 19e siècle, ou a fortiori du 18e, le plus modeste de nos smicards est un roi. En termes d'accès à l'éducation, à des services gratuits, à l'eau courante, à la santé, etc. Et donc la première des choses probablement, et je regrette qu'on ne l'ait pas dit tout à l'heure dans l'amphi qui était par ailleurs très intéressant d'introduction, c'était que cette notion de prospérité, elle était profondément relative, ce qui quand même pose la question des inégalités. Mais elle était profondément relative au temps, et qu'on ne se rend pas compte qu'on vit, donc je prends un peu le contre-pied, on vit dans une époque quand même formidable. Voilà, quand même. Il y a des problèmes, mais on vit dans une époque formidable. C'était mon point liminaire, qui m'introduit à 3 points que je vais tenir en 5 minutes. Le premier, c'est un diagnostic. Comme on procède un petit peu comme dans le discours, comme dans le banquet de Platon, je crois que le 3e discours, c'est Éric Simac qui a le discours sur la médecine. Donc un petit diagnostic. Diagnostic, là encore, que j'ai l'impression de répéter, mais vous savez, chers amis et collègues des think tanks, j'ai l'impression qu'on a tous l'impression d'être comme dans Boileau, 20 fois sur le métier,
ou même plutôt à agiter un moulin à prière, parce qu'en permanence, on répète les mêmes choses d'année en année. Ça fait 15 ans que j'ai l'impression de répéter les mêmes choses. Il y a un côté un peu décourageant. Il faudra un jour qu'on invite nos politiques pour venir nous écouter ou qu'ils nous écoutent un peu plus. En tout cas, le diagnostic, il est fait sur l'attractivité. Il y a une vraie alerte, pour le coup. Les investissements directs extérieurs qui avaient cru quasiment jusqu'à présent depuis une dizaine d'années, depuis 2010, ont stagné. On sait très très bien que malgré l'effet positif de l'élection, il risque dès maintenant, parce qu'il y a déjà des palinodies gouvernementales, on pourra peut-être qu'on en parlera plus tard, mais cet effet risque d'être cassé dans l'œuf, c'est ce que je crains. Il y a donc en fait tout de même un problème d'attractivité pour la France, sachant qu'on est dans un contexte concurrentiel. Petite incise, le fait de poser cette question de l'attractivité suppose qu'on a déjà répondu à une question qui est quand même débattue au niveau politique. Est-ce qu'il faut s'ouvrir ou pas? Parce que si on dit qu'il faut être attractif, ça veut dire qu'on a reconnu qu'on était en concurrence entre pays. Si on est en concurrence entre pays, ça veut dire qu'on dit qu'on est contre la solution pour laquelle à peu près 50% des électeurs se sont déclarés au premier tour des élections présidentielles. Fermons les frontières. Si on ferme les frontières, il n'y a plus de problème d'attractivité, on est d'accord, hein? Donc, je souligne juste que nous avons un choix idéologique qui a été fait. Ça ne veut pas dire que je m'en lamente, ça veut dire que je le remarque. La deuxième chose, c'est le constat, lui aussi, qui est à répéter. En France, l'État est de moins en moins la solution et de plus en plus le problème. Je suis désolé de répéter mon ancienne. Le poids fiscal sur les 360 impôts, vous en avez 233, 360 impôts et taxes qui existent en France, vous en avez 233 qui pèsent sur les entreprises, 400 000 normes qui régissent notre économie, un poids réglementaire qui est énorme, et l'arrivée de Macron, dont on peut, et d'En Marche de façon générale, peut quand même s'analyser comme une forme de prise de pouvoir de la technocratie, hein, et en l'occurrence de l'inspection générale des finances, qui, n'étant pas content de la façon dont les Sarkozy et Hollande y appartenant un petit peu, mais disons, dans les politiques de métier, on fait les choses, la haute fonction publique a décidé de prendre les choses en main, et maintenant on va prendre le pays en main, et on va voir que ça sera beaucoup mieux. En effet, on va voir, mais en tout cas, vous savez qu'il n'y a jamais eu autant d'énarques dans les cabinets ministériels. On n'en parle plus, ça, alors qu'à un moment donné, c'était un vrai thème de discussion. Je pense que ça n'est pas qu'un détail, hein, encore une fois. Le manque, toujours dans ce constat répété, le manque de capital pour les entreprises, surtout pour les PME, la faiblesse de notre capital investissement, probablement dû aussi au fait que l'État est tellement vorace et a tellement besoin de capitaux qu'il a, à très nombreuses reprises, préféré diriger l'épargne vers lui et les actions, les capitaux des banques plutôt que vers le capital productif ou l'activité productive. Troisième chose pour terminer, les solutions. Voilà, nous, on pense que c'est assez clair. Il faut supprimer l'ISF. Soit c'est un mauvais impôt, soit c'est un bon impôt. Si c'est un mauvais impôt, il faut le supprimer complètement. Il ne faut pas le casser en deux. Il ne faut pas commencer à le retravailler. Personne n'a compris exactement la différence entre économie productive et non productive, sachant que dans l'immobilier, vous pouvez tout à fait avoir de l'économie productive. Cette différence est complètement rhétorique. Elle ne recouvre aucune réalité économique. Il faut donc supprimer l'ISF. C'est un mauvais impôt. C'est peut-être un très bon impôt d'un point de vue moral si on veut punir des riches, c'est un mauvais impôt d'un point de vue de l'efficacité. La deuxième idée, c'est une flat tax sur les revenus à 30%, c'est ce qui était prévu dans le programme, qui avait été annoncé, qui nous remettrait au niveau de la moyenne européenne. C'est repoussé sine die, c'est un très mauvais signal pour l'attractivité. Et la dernière idée, ce serait la création, enfin, on n'en parle même plus dans les débats, d'un fonds de pension à la française. Alors, j'y reviens, ça fait quoi? Ça fait 10 ans qu'on n'en parle plus. Reparlons-en, un fonds de pension à la française pour qu'enfin l'épargne des Français puisse servir à l'économie productive. Merci beaucoup. Bien, voilà des propositions concrètes. Xavier Rago, de l'OFCE donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces solutions et comment vous voyez-vous d'autres outils éventuellement d'attractivité? Un point d'accord fort déjà, c'est vrai qu'il y a des discours qui ne changent pas depuis 20 ans. Ça ne veut pas dire que ça veut dire qu'ils sont bons, ça veut dire que peut-être le discours ne correspond pas à la situation dans laquelle on vit. Donc, il faut partir du vrai problème. Je pense que pour dire des choses nouvelles par rapport au débat français, c'est que vous savez, là, on essaie d'anticiper l'évolution de la trajectoire française. La France se rétablit de cette grande crise de 2009. Elle commence à se rétablir. Ça fait 2-3 ans qu'on le dit, et là, dans certaines prévisions, on s'est un peu trompé dans les délais. Là, ça commence à aller. Donc, l'emploi revient. Probablement,
à politique inchangée, le taux de chômage en 2022, ça va être combien? Allez, autour de 8%, peut-être un peu moins. Donc par rapport à aujourd'hui, à politique inchangée, il y a une trajectoire de rétablissement de l'économie française, du baisse du taux de chômage sur laquelle va surfer Macron. Pourquoi ça va mieux? Parce qu'avant, je répète, mais avant, on a fait assez n'importe quoi en termes de hausse d'impôts massive, en termes de casser la reprise économique avec une hausse des prélèvements sociaux parmi les plus élevés d'après-guerre. Bien. Donc je pense que notre compréhension de la capacité productive française en termes de dynamique de l'investissement étranger aussi, parce que les entreprises viennent pour aussi produire sur le marché local, dépend de la dynamique de la croissance économique nationale qui est en phase de reprise. Donc je pense que l'embellie conjoncturelle participe à ce changement d'humeur. Au-delà du processus politique qui a amené Macron au pouvoir, qui a rassuré sur le pire que beaucoup ont imaginé. Donc je pense qu'on est dans une phase de reprise, mais il faut le penser, ce qui a été dit sur les cycles, on sort d'un cycle très très long. Il faut sortir du très court terme que le précédent quinquennat a mis comme agenda politique, l'inversion de la courbe du chômage. Tout le monde commentait les taux de chômage au trimestre, c'était vraiment pas raisonnable comme débat économique. La question, c'est comment on se projette à 5-10 ans. Bon, point 1. Point 2, sur l'attractivité, on a une bonne mesure. Je vais commencer du macro vers le micro, qui est notre balance commerciale et la balance courante. Est-ce qu'on produit, est-ce qu'on est capable de vendre au reste du monde? Sachant qu'une économie prospère, attractive, et ça, je pense qu'il faut l'affirmer très clairement, c'est une économie qui est capable de payer des salaires élevés. Le but, nous, d'économistes, des buts d'entreprise, c'est d'être capable de payer des salaires élevés. Parfois, il faut savoir optimiser les chaînes de valeur, mais baisser le coût du travail de manière systématique, ça peut être très dangereux. Pourquoi ça peut être très dangereux? Parce que quel est le problème d'attractivité française? Aujourd'hui, la France est prise en sandwich entre deux trajectoires salariales distinctes, celle de l'Allemagne et aujourd'hui, ce qui est nouveau, celle de l'Espagne. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous regardez dans les débats, la France, avec l'Espagne, est celle qui a une balance courante, pour aller vite, enfin une capacité exportatrice la plus faible de l'Europe. Donc on a un problème relatif au sein des pays européens, qui fait qu'il y a beaucoup de tensions sur un outil essentiel pour gérer l'attractivité, que la Chine a géré, qu'on appelle le taux de change. Et il y a beaucoup de tensions intra-européennes sur le bon niveau du taux de change de l'euro par rapport au dollar. Si vous voulez être attractif, on n'a pas parlé, mais c'est simple, c'est ce qu'a fait la Chine. Vous sous-évaluez votre monnaie pendant 15 ans, vous allez absorber 80% de la capacité industrielle mondiale, c'est ce qu'a fait la Chine. Donc la gestion du taux de change, c'est l'outil principal que tout le monde connaît, qui est un mandat de l'Eurogroupe au niveau européen qui peut s'exprimer sur le taux de change. Mais aujourd'hui, le taux de change il est notoirement sous-évalué au niveau de la zone euro. L'Allemagne est en surchauffe. Et l'Allemagne plaide pour une réévaluation du taux de change. Donc la Banque centrale augmente ses taux d'intérêt, concrètement. Et la France et l'Espagne disent, non, gardons une politique qui permet des taux de change faibles pour accroître l'attractivité de la France. Donc ce coût du travail, il dépend au niveau international d'un outil principal qui est le taux de change, qui est décidé par la Banque centrale européenne. Et les tensions intra-européennes sur le coût de l'hétérogénéité européenne, il est crucial pour l'attractivité française. C'est qu'on n'a probablement pas des taux de change et une politique monétaire qui soit compatible avec la capacité productive française. Ça veut dire qu'il faut rétablir un taux de change et une dynamique salariale qui soit compatible. Ça veut dire qu'il faut discuter avec nos pays, avec les autres pays, avec le pays de l'Espagne et l'Allemagne, pour avoir une dynamique du coût du travail qui permette à ces pays de converger. L'Allemagne a introduit le salaire minimum, c'est une excellente chose. Maintenant, il faut qu'il augmente vite en Allemagne, beaucoup plus vite qu'en France pendant longtemps. C'est un point 1. Je suis désolé, ça fait un peu grossier de dire que, je reviens aux fondamentaux, qui les coûts du travail, certes, mais pas dans le sens microéconomique, dans le sens de nécessité de coordination européenne pour lutter contre la politique de low cost au niveau du marché du travail. Il y a un thème qui va arriver dans le débat public, vous allez voir, c'est un chapitre du World Economic Outlook du FMI, dont on débat dans le monde économique, qui est la part du travail dans la valeur ajoutée en train de diminuer dans le monde entier. Donc dans ces grandes masses, la part qui va au profit et la part qui va aux salariés, aux entreprises aux salariés, les salariés ont de moins en moins de pouvoir de négociation et ça crée certaines... au-delà de la dynamique des inégalités, il y a la répartition de la valeur ajoutée qui est un vrai sujet. Bon, c'est un point global. Donc il faut trouver des modes de réinstitutionnalisation du marché du travail européen qui permettent d'éviter la concurrence sur les bas salaires dans les pays du Sud, en Grèce, en Espagne, qui au-delà du cas spécifique des pays, mais ont pesé sur la compétitivité française. Je vais assez vite. Point 2 sur le numérique. Bon, le numérique, on n'a rien vu encore. C'est un vrai sujet, mais je pense qu'il y a eu un flou dans la campagne présidentielle française qui disait la fin du travail, voilà, c'est l'effet du numérique. C'est pas vrai. On n'a encore rien vu de l'effet du numérique. Ça va venir, et je crois que ça va être massif, effectivement. Et je pense que la question de l'adaptation
aux transformations générées par le numérique, qui est l'actualité de toutes les entreprises. Dans la minute qui me reste, monsieur l'animateur. Surtout, tu veux pas en parler dans la deuxième partie. Eh bien, je vais en parler Ouais, dans la ouais, deuxième. Alors, là, c'était bien, ouais. oui, je peux le faire. Sur le travail, parce que ça c'était un troisième point. Oui, non, ben, je vais finir sur le premier, qui est que je suis désolé, j'étais un peu abstrait sur la question macroéconomique, c'est toujours abstrait par rapport à la vie des entreprises concrètes. Mais je pense qu'il y a beaucoup de débats européens sur créer des institutions pour permettre la convergence des normes sociales. Et c'est comme ça qu'il faut voir la réforme des cotisations sociales employeurs, faire évoluer la protection sociale du modèle bismarckien, c'est-à-dire faire peser sur le coût du travail, vers le modèle beveridgien, c'est aller sur l'impôt. On va vers le modèle beveridgien pour alléger le coût du travail, mais il faut vraiment le penser dans une coordination européenne, pas dans une compétition abstraite avec les pays du Sud, parce que ça n'a aucun sens. Donc en fait, c'est pas tant la question de la concurrence du coût du travail que d'une capacité de l'Europe à avoir une égalisation des conditions, à la fois fiscales et sociales, qui font que on puisse avoir une politique de change attractive qui permette de devenir attractive par rapport aux autres régions mondiales. Et laisser les entreprises faire concurrence sur ce qu'elles doivent faire des gains de productivité, pas baisser les coûts du travail. Faire des gains de productivité, d'innovation, des nouveaux produits, des nouveaux process. C'est là-dessus que les entreprises doivent faire concurrence, pas qui sera le plus capable de baisser les salaires par rapport à l'entreprise voisine. D'accord. Denis Rand, vous partagez cette analyse ? En grande partie, oui. Mais je voudrais revenir d'abord à l'intitulé de la question. La question, c'est l'attractivité de la France pour les activités productives. Moi, l'adjectif ne m'a pas échappé. Donc, à la fabrique de l'industrie, on s'intéresse à l'activité productive. Alors, pourquoi, juste un petit mot, pourquoi c'est important de parler de production ? Parce qu'il nous semble que dans une économie moderne, contrairement à ce qu'on a pu écrire il y a 20 ans, où on parlait de société post-industrielle, de société de services, on a besoin d'activités productives. Bien entendu, pas pour le plaisir d'en faire, simplement pour deux grandes raisons. Les choses qui s'exportent sont avant tout des produits industriels. 80% de la balance commerciale est fait de produits. Et on a bien besoin d'exporter des choses, parce qu'on n'a pas de pétrole, on importera pendant assez longtemps encore de l'énergie, des produits énergétiques, donc il faut des choses à exporter. Et les services s'exportent évidemment en partie, mais beaucoup moins massivement que là. L'autre raison pour laquelle on a besoin d'industrie, c'est parce qu'une bonne partie de la R&D se transforme en bien-être, ou de la science se transforme en bien-être pour l'humanité par le truchement de produits industriels. Donc si l'on... alors bien entendu, on pourrait dire on achètera de médicaments en Chine et on fera faire nos avions en Alaska, mais je crois que on a intérêt à faire partie de cette chaîne qui va de la recherche au bien-être humain en passant par l'innovation et les produits industriels. Voilà deux raisons parmi d'autres. Peut-être une troisième raison, c'est une question d'emploi. Alors, à la fabrique, on a fait quelques travaux sur la question de emploi exposé et activité exposée et activité abritée. Ça ne recouvre pas exactement, bien sûr, les notions d'industrie et de services. Il nous semble d'ailleurs qu'il ne faut plus opposer industrie et services, parce que ça n'a pas grand sens. De plus en plus, l'industrie utilise des services très techniques et les services des produits industriels. Ce qui a de plus en plus de sens, à mon avis, au niveau politique public, c'est la différence abritée et exposée. Alors, il se trouve qu'il y a en gros plus d'industrie exposée que d'industrie abritée, et plus de services abrités que de services exposés. Donc, je déplace un tout petit peu la frontière en parlant d'exposé. Et il nous semble, c'est intuitif, mais on l'a vérifié, alors ça mérite d'ailleurs d'avoir plus d'études sur le sujet, mais on l'a vérifié notamment à travers une étude faite par Pierre-Noël Giraud, que, en gros, la création d'un emploi exposé dans une industrie exposée a plus de retombées économiques que l'inverse. La création d'un emploi, je vais être très caricatural, excusez-moi, quand on vend chez Airbus un avion à l'exportation, on va créer l'emploi de l'ingénieur et de l'ouvrier qui font l'Airbus, et on se créera aussi à Toulouse des emplois de caissières, de médecins et de charcutiers, et aussi beaucoup de sous-traitants d'Airbus, évidemment. Et inversement, quand on crée un emploi chez Carrefour, c'est très bien. Notamment, on évite de mettre une nouvelle machine en mettant un emploi à la place, c'est plutôt mieux au point de vue humain, mais ça ne crée pas beaucoup d'emplois chez Airbus de façon induite dans l'autre sens. Je crois même que ça n'en crée pas du tout. Donc voilà pourquoi c'est important, à mon avis, qu'on parle d'activité productive. Deuxièmement, je suis d'accord avec... non, je ne suis pas d'accord du tout avec ce qu'a dit Xavier Rago. On a besoin de... Oui, il a raison pour dire qu'on rabâche depuis 10 ans la même chose. Mais il n'a pas raison d'en conclure qu'il faut arrêter de le dire. Parce que le vrai problème n'est pas ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a oublié de faire. Donc on a dit énormément de choses,
Mais ce qu'il faudrait juste faire à l'avenir, et par contre vous ne me condamnerez pas là-dessus, c'est juste mettre en œuvre une grande partie, parce que des bêtises ont aussi été dites, mais une grande partie de ce qu'on a dit, juste le faire. Et s'il y a peut-être un espoir aujourd'hui dans le gouvernement, c'est peut-être qu'on a l'impression que le faire, la culture du résultat, de l'effectivité, semble prévaloir, peut-être par rapport à une époque pas si lointaine où on avait des hommes politiques ou des présidents même qui pensaient que quand ils avaient annoncé un truc, c'était bon, c'était fait, et que l'intendance suivrait. Ben non, l'intendance en industrie, ça ne suit pas. Et moi, je m'inquiète pas tellement qu'il y ait des énarques dans les cabinets. Parce qu'après tout, que l'administration soit peuplée d'administratifs, ça ne me gêne pas. Ce qui me paraît plus porteur, c'est qu'il y ait plein d'entrepreneurs qui sont rentrés au Parlement. Nous, dans les grandes boîtes, ça fait longtemps qu'on disait, mais pour ça, au Parlement, il y a de plus en plus. Avant, il y avait des énarques. Bon, on est passé d'un Parlement dans lequel il y avait des notaires. Ah non, non. Bon, alors, très bien. Mais donc, simplement, si. Non, le fait qu'il y ait, voilà, même dans nos rêves les plus fous, on n'avait pas imaginé qu'il y ait une telle injection de personnes de ce qu'on appelle la société civile, j'appelle moi la société tout court, c'est-à-dire du vrai monde, dans le Parlement. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes, il y a des médecins, mais il y a aussi des entreprises, il y a des geeks, voilà. Ça, on avait imaginé dans la grande boîte comment on pourrait faire des congés pour des cadres députés. Ben, Marine l'a fait, ça s'est fait tout seul. Bon, donc, moi j'ai beaucoup d'espoir, je ne crains pas les énarques et j'espère que le Parlement va nous propulser en avant. Alors, qu'est-ce qu'on veut et je vais être très court. On veut une stabilité des normes. Autant on aimerait faire des choses nouvelles et on aimerait mettre en application les recettes sur lesquelles on est d'accord à 90%. Autant dans l'action, soyons innovants, mais arrêtons d'être innovants dans la régulation, on en fait trop et beaucoup trop, et puis arrêtons de changer tout le temps. Bon, un truc qui est très bien en France, c'est le crédit impôt recherche. Tout le monde dit que c'est très bien. Il n'empêche que chaque année au Parlement, un petit peu moins depuis 2 ans, chaque année au Parlement, il y a 3 parlementaires qui disent mais on peut encore le changer. Or, le crédit impôt recherche, c'est important pourquoi ? C'est important pour les PME, parce que grâce à ça, elles font de la recherche, et c'est important pour les grands groupes, non pas parce que sans ça, ils n'en feraient pas, mais ils la feraient ailleurs. Donc la localisation de la recherche en France est importante grâce au crédit impôt recherche. Donc ça n'a pas le même usage pour les grands et pour les petits, mais dans les deux cas, c'est utile. Ben, le simple fait que chaque année au Parlement, le gouvernement tienne bon, mais les parlementaires, à longueur de journée, disent on va le remettre en cause, et ben, quand vous êtes le patron de Siemens ou de GE, et que le patron de Siemens France ou de GE France va plancher dans ce comité de direction à Munich ou aux États-Unis, et qui dit faisons le prochain labo en France, le patron lui dit écoutez, vous êtes gentil, vous les Français, mais je lis dans les journaux que les avantages français sont sans arrêt remis en cause. Voilà pourquoi il faut de la stabilité. Après, il faut mettre en cause ce qu'on a dit, mettre en pratique ce qu'on a dit, en mettre en cause un petit peu, mais pas trop. Et puis, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur le fait qu'il faut justifier nos emplois élevés, nos salaires élevés. On ne va pas lutter contre des pays à faible taux de main-d'œuvre. Je suis d'accord pour dire que le gap se rétrécit, notamment grâce au juste à temps. On s'aperçoit que faire du juste à temps avec un sous-traitant chinois, c'est quand même plus compliqué que faire du juste à temps avec un sous-traitant qui est à nos portes, par l'effet qualité, par l'effet des coûts des transports, par l'extranéité, parce que transporter des légumes de longue distance, ça fait quand même du CO2, donc il faudra bien l'éviter aussi. Donc il y a plein de raisons. Mais je crois que le vrai sujet de la France, c'est de progresser en qualité, en valeur ajoutée, en compétitivité, pour mériter les salaires que nous avons. Merci. On peut éventuellement prendre une question ou deux sur le sujet de l'attractivité, avant de passer à celui de l'évolution du travail, de l'attractivité du travail peut-être aussi d'ailleurs. S'il y a des questions dans la salle, ou bien si vous voulez entre vous. Oui. Excusez-moi, vous avez une question Oui. Mais attendez, excusez-moi, vous avez une question précise ou pas aux intervenants ou... Oui. Bon. D'accord.
Sandrine Duchesne peut vous répondre? Je peux essayer. Alors, merci. Merci beaucoup. Alors, je me suis peut-être mal fait comprendre, mais moi, mon point, c'est précisément celui-là. C'est de dire, il y a les combats du passé. Bah, je l'ai mis le micro, donc je ne peux pas faire plus fort. Je peux hurler, mais je peux en mettre 2, 3. Il y a les combats du passé qu'on a décrits sur l'industrie, et il reste important, mais moi je n'ai pas envie de surjouer ce truc-là. Parce que la balance commerciale française, finalement, c'est quand même pas un déséquilibre si important que cela. Et on est au milieu d'un espace économique européen qui est quand même en large excédent. Donc peut-être que l'espace économique européen peut se permettre d'avoir la France en léger déficit. On est les seuls. Donc moi, je ne surjouerai pas ça. Et je dis que le sujet, finalement, avec ce qui s'annonce dans le programme Macron, il va se traiter. Donc le sujet maintenant, c'est qu'est-ce que c'est le problème d'après et qu'est-ce qui va faire, quels sont les déterminants des emplois de demain. Et là, on a un vrai risque. Et moi, ma crainte, c'est l'éléphant au milieu du couloir. C'est-à-dire que cette nouvelle équipe bouffe beaucoup de capital politique à traiter le sujet d'attractivité, de compétitivité, d'industrialisation, qui est important. Je ne dis pas le contraire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'emploi abrité. Il n'y en aura plus. Et donc, il faut qu'on se mette en situation au sens où il y a des gisements d'activité, de nouveaux emplois, dans les services notamment, qu'il va falloir aller chercher. Et ce n'est pas en se bagarrant sur le coût du travail avec les Allemands qu'on va y arriver. Au contraire, on a le tissu de start-up le plus dynamique en Europe. Et je pense qu'on a des atouts. Ce qui risque de se passer, en revanche... Oui, mais on est d'accord, monsieur. On est tout à fait d'accord. Non, mais par exemple, effectivement, la question, c'est ceux de nouveaux modes, de nouveaux modèles économiques et de nouveaux modes de production qui induisent de nouveaux emplois, de nouveaux types d'emplois. C'est de ça dont on va parler maintenant, si vous voulez bien. Attendez. Non, mais... Oui. Voilà. Oui, je suis d'accord. Créer une autre demande. Créer une autre demande. Oui. Voilà. Donc justement, ça nous fait une excellente transition avec la deuxième partie sur justement les nouveaux types d'emplois, enfin ce que les mutations de l'emploi impliquent pour que des emplois puissent continuer à être créés ou être occupés et que le travail ne devienne pas simplement justement des variables des coûts des entreprises. Est-ce qu'on peut reprendre dans le même ordre avec Paul Alibert pour l'Institut d'entreprise ? Mais oui, volontiers. Bon, alors en fait, finalement, sur les mutations du travail, là aussi, je pourrais commencer et développer sur l'idée du made by humans. Parce qu'au fond, on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui ont changé et qui demandent à changer. Il y a des attentes très fortes dans les entreprises, dans les administrations pour une évolution du management, un management plus inclusif qui permette d'impliquer mieux et plus les équipes. On a parlé aussi tout à l'heure du sujet des attentes sur le partage de la valeur. Donc je pense qu'il y a un sujet d'humanisation aussi très fort dans le travail et dans l'économie. Mais bon, c'est des sujets qui sont beaucoup abordés. Certains peut-être seront repris ici. Et finalement, moi, ce sur quoi je voudrais me concentrer, c'est d'abord le sentiment qui est partagé par beaucoup. Et on parle notamment, on parlait tout à l'heure de ceux qui n'ont pas ou qui découvrent que finalement leurs emplois, même s'ils les croyaient abrités, finalement ne le sont pas, et qui sont confrontés à des impacts globaux dans leur métier. Et donc finalement, aujourd'hui, il y a un sentiment qu'il n'y a pas assez, ou relativement pas assez de travail. Donc avant de voir la mutation du travail, il faut voir d'abord s'il y en a. Et quand on parle de ça, il faut se rendre compte de ce que représente le chômage des jeunes. Et donc, il y a des chiffres positifs. On a vu ce matin des chiffres plutôt positifs sur l'emploi des cadres, des perspectives assez bonnes. Alors, voilà, donc
Olivier Babot a évoqué Platon, mais moi je vais faire un appel à Épictète pour rappeler que, d'une part, même si les chiffres de l'emploi sont plutôt favorables dans une tendance qui s'améliore, en fin de compte, il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne dépend pas de nous, hein, comme disait Épictète. Et il y a des choses qui aujourd'hui soutiennent le développement de l'économie et de l'emploi qui ne dépendent pas de nous. La faiblesse des taux, le faible coût de l'énergie, en particulier le cours du pétrole. Donc il y a une forme de fragilité. Et donc maintenant, et ça on l'a dit aussi tout à l'heure, et je suis d'accord avec ça, il y a une sorte d'alignement des planètes. Et donc il y a un sentiment que c'est maintenant qu'il faut avoir le courage de réformer et de faire des changements importants, ou sinon ce sera plus tard et peut-être dans une situation beaucoup plus complexe. Là où le travail a le plus changé, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour les jeunes. Au lieu d'être l'entrée dans l'autonomie, finalement, le premier job, c'est souvent pour beaucoup le prolongement d'une certaine précarité. Souvent, je demande en fait aux jeunes en ce moment, je leur demande quand ils ont entre 15 et 29 ans, je leur demande s'ils savent à peu près, s'ils ont une idée du nombre de personnes qui ont le même âge qu'eux dans le pays. En général, ils ont du mal à répondre, mais bon, il faut savoir qu'en gros, on a en moyenne 740 000 jeunes dans une classe d'âge. Dans chaque classe d'âge, on a à peu près presque 20% qui finalement ne va pas trouver sa place dans le système scolaire et qui va en sortir. On a aujourd'hui en gros entre 100 et 140 000 suivant les années jeunes qui sortent du système scolaire chaque année, sans diplôme, qui ne sont pas en formation et qui n'ont pas non plus de job. Parce qu'évidemment, généralement, quand on disparaît du radar, c'est pas pour un job. Aujourd'hui, ça fait 1,8 million de personnes dans ce cas-là en France. Alors, j'ai fait une petite recherche tout à l'heure. Ici, on est à Aix. Dans l'aire urbaine Aix-Marseille, Provence, il y a 1,8 million d'habitants. Donc, en fait, vous enlevez tous les habitants de la région, vous les remplacez par 1,8 million d'autres personnes qui sont les décrocheurs. Décrocheurs, qui est un terme que j'ai découvert récemment, est en fait, je pensais être une création médiatique, mais ça ne l'est pas. Il existe un code de l'éducation nationale, exactement comme il y a un code civil ou un code du commerce, et dans ce code de l'éducation nationale, eh bien, il y a les conditions que la loi impose à un jeune pour pouvoir sortir du système scolaire en ayant satisfait aux obligations minimales requises. Et donc, c'est avoir eu un diplôme de sortie du premier cycle de formation initiale. Donc en gros le bac ou un diplôme professionnel. Et donc ce que je retiens de tout ça, c'est que notre système professionnel ou notre système scolaire aujourd'hui ne convient pas à tous. Ça a toujours existé, mais autrefois on pouvait aller à la porte de l'usine et espérer trouver un job. Aujourd'hui, ça, c'est plus possible. Donc il y a un sujet majeur, c'est une bombe sociale énorme en préparation. Qu'est-ce qu'on fait avec qu'est-ce qu'on propose à ces presque 2 millions de gens qui ont moins de 30 ans, pas de job, pas de formation, pas de diplôme, et qui en 2025 seront probablement 3 millions. Et là, je pense qu'il y a deux pistes importantes qui sont connectées. La première, c'est le lien entre l'école et l'entreprise. Finalement, la plupart d'entre eux, ils ont vocation à trouver un boulot dans l'entreprise. Donc c'est pour ça que c'est important, on en parlait sur la première partie de ce débat, de trouver les moyens de laisser s'exprimer les énergies créatrices dans l'entreprise qui sont créatrices d'emplois et qui trouvent des solutions locales à des problèmes qui sont imposés par une situation globale. Et la deuxième piste, c'est développer à tout prix l'alternance comme voie royale pour entrer dans l'entreprise. Et ça, on sait que ça marche aujourd'hui. Un jeune qui est passé par l'alternance, il a entre 15 et 20% de chances de plus de trouver un emploi durable. Et aujourd'hui, l'alternance est très peu développée, beaucoup moins que nos voisins européens. Donc là, je pense qu'il y a une piste très concrète sur laquelle il faut absolument que le gouvernement arrive à enclencher les projets qu'il a affirmés et qui va permettre, je pense, une vraie mutation du travail, déjà en permettant qu'il y ait du travail, que les jeunes soient au travail et que ça, finalement, vienne humaniser notre marché du travail qui est vécu comme difficile par beaucoup. Merci. Donc, Sandrine Duchesne, comment on crée les conditions pour que
les personnes sans emploi actuellement, effectivement, dans le système actuel, trouvent un emploi qui corresponde à ces mutations du travail. Donc ce n'est pas les mêmes emplois que ceux auxquels on les prépare effectivement classiquement. Ils ne sont plus les mêmes. Tiens. Merci. Moi, je pense que c'est un sujet de responsabilité des entreprises. Et quand je me demande où va se passer l'innovation et quelles conséquences cela va emporter sur les emplois, je pense que le scénario le pire, scénario noir, c'est quoi? C'est un pan de l'économie hyper digitalisé avec très peu d'emplois, parce que très automatisé, très numérique. Et face à ça, des grandes entreprises ou une vieille économie dont les emplois seraient appelés progressivement à être mangés par la robotisation et l'automatisation. Et ce que je voudrais dire là, c'est qu'il me semble que les entreprises, en tout cas les grandes, commencent à prendre conscience du sujet et à s'en saisir. Un exemple, il y a, si vous regardez toutes les grandes entreprises françaises et celles qui opèrent en France, toutes, je crois, y compris même certains services publics comme la SNCF, ont constitué en leur sein des halos de start-up pour commencer à stimuler l'innovation à l'intérieur, c'est-à-dire pour amorcer leur propre transformation en leur sein, de façon à ne pas être dépassés par la vague. Et ça s'accompagne dans l'ensemble des entreprises de plans de formation ambitieux, de plans d'investissement pour se rapprocher des clients, pour offrir des offres plus faciles à utiliser, des offres digitales, etc. Donc cette réflexion, elle est déjà en train de se passer. On n'en voit pas forcément encore les fruits à l'extérieur, mais en tout cas, il me semble que c'est une des clés du débat politique en France aujourd'hui, c'est de faire en sorte que la responsabilité des entreprises en tant que créateurs d'emplois en France soit reconnue et valorisée, parce que c'est là que ça va se passer. Ça va se passer dans les grandes entreprises et ça va se passer aussi dans les PME, mais je ne reviens pas sur le débat qu'on a eu tout à l'heure sur le coût du travail. Et puis, parallèlement à ça, dans les entreprises, vous avez aussi des tentatives pour aller vers des organisations plus agiles, plus horizontales, pour redonner de l'initiative aux collaborateurs. Et donc tout ça va, en tout cas, mieux armer les personnels pour faire face aux défis futurs. Donc on serait en train de sortir de ce qu'on a appelé la crise du travail, qui était quand même le sentiment très général dans le salariat, de règles obsolètes et de fonctionnements qui ne correspondent plus aux aspirations des salariés, qui a été quand même quelque chose de dominant dans les années 2000 et des poussières. Moi, la crise du travail, je n'y crois pas vraiment. Et je pense que ça dépend de nous. Ce n'est pas une fatalité. Il faut faire en sorte, chacun où nous sommes, de favoriser l'innovation de nos collaborateurs. Ça me paraît crucial. Et pas seulement dans les startups. Oui, Olivier Babot, sur le même sujet, les entreprises, effectivement, commencent à changer la façon dont elles considèrent l'activité et le travail ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant. Donc, là, je vais plutôt jouer le gentil, alors, j'imagine. Donc, il faudra que quelqu'un se dévoue pour faire le méchant. Grosso modo, on peut effectivement estimer que la moitié des emplois qui embaucheront demain n'existent pas aujourd'hui, et réciproquement que la moitié des emplois qui embauchent aujourd'hui n'existeront pas demain. Et là, c'est peut-être l'universitaire qui parle, mais pour quelqu'un qui fait partie d'un système qui enseigne aujourd'hui à des étudiants qui ont vocation à être actifs pendant 40 ans, c'est un vrai problème. Parce qu'on se pose tous les jours la question de ce qu'il faut enseigner. Donc ça sera en substance ce dont je voudrais vous parler. Peut-être pour revenir un tout petit peu sur les chiffres, effectivement, on avait vu cette statistique étonnante qu'en France, 17% des 18-25 ans étaient dans la catégorie NEET, N-E-E-T, Not in Employment, Training and Education. Donc nulle part, en fait. Et ces NEET, on sait très bien que dans l'économie qui vient, ils seront les premiers, on pourrait dire, candidats au revenu universel. Parce qu'on ne voit pas très bien ce qu'on va pouvoir leur faire faire. Cela étant,
il y a quand même un vrai doute, et j'aimerais quand même poser ce doute, et peut-être qu'on pourra en parler ou avoir des questions sur ce sujet-là, mais on sait que les emplois vont être supprimés, mais est-ce que ces emplois qui vont être supprimés vont vraiment partir par du côté des emplois les moins qualifiés? Ça n'est pas certain. Pourquoi? Parce que d'un côté, vous avez des robots, vous êtes tous allés voir sur YouTube les images de Boston Dynamics. C'est très très étonnant ce que font les robots, ils ramassent des caisses, ils les bougent, mais enfin les robots, ils valent plusieurs millions chaque pièce pour l'instant. Donc pour l'instant, il reste toujours beaucoup plus intéressant d'avoir un ouvrier. En revanche, ce qu'on est en train de voir, c'est que vous avez des traders qui sont massivement supprimés et remplacés évidemment par l'intelligence artificielle. Vous avez des avocats, donc les jobs d'avocats juniors, qui allaient faire des recherches de jurisprudence, sont massivement remplacés aujourd'hui dans les cabinets américains par évidemment une intelligence artificielle qui est bien moins chère. L'intelligence artificielle, elle coûte évidemment bien moins cher, elle est très performante. Si ça se trouve, les emplois vont d'abord être grignotés par le haut. Ça, c'est évidemment inquiétant. En tout cas, ça laisse évidemment intacte la question de l'adaptation. Elle est centrale, cette question de l'adaptabilité. Sans doute derrière, il y a la question de la possibilité pour l'entreprise de pouvoir adapter rapidement ses besoins et ses jobs. Il n'y a pas seulement celle du coût, mais celle aussi de la mobilité de façon générale. Et nous, à la Fondation Concorde, on avait plaidé depuis un moment pour le contrat de mission. Donc, moi, c'est ce qui est en discussion en ce moment au gouvernement. Donc, on est plutôt content. Voilà, l'idée, c'est de favoriser la mobilité. Mais évidemment, ça ne suffit pas. Vous avez tous ces gens-là qui sortent du système sans capacité effectivement à être employables. Je crois que selon les générations, les statistiques, c'est quand même terrible. Il y a 10 à 20% de chaque génération qui est illettré. Je suis désolé. Alors illettré, ce n'est pas analphabète. Analphabète, si on ne connaît pas les 26 lettres de l'alphabet, illettré, incapable de connaître, de comprendre le texte, le sens d'un texte simple qu'on lit. Ce n'est pas la même chose. Mais enfin, illettré, ça veut quand même dire que dans la vie courante, je ne sais pas si vous avez déjà arrivé dans le métro, quelqu'un vous demande à quelle station on est. Ça vous est déjà arrivé? Moi, ça m'est arrivé souvent. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne sait pas lire. Ben, je peux vous dire que ça vous fait un choc quand même. Et le type a l'air tout à fait normal, hein. Il n'est pas arrivé en France hier. Hein. Il ne sait pas lire. Et s'il ne sait pas lire, en effet, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de lui? Mais c'est probablement représentatif de beaucoup d'autres gens qui vont devoir s'adapter. Alors, des réponses sans doute partielles, mais qui sont importantes. Aller du côté de l'éducation, évidemment. Il faut, à terme, bien sûr totalement révolutionner l'éducation, mais à terme, mettre un terme à cette dichotomie stupide entre formation initiale et formation continue. La formation aujourd'hui, c'est tout au long de la vie. La formation initiale n'en est que le début. Et donc, il faut que l'université, idéalement, puisse, ce serait une idée qu'on a lancée, être celle qui va gérer ces fameux 35 milliards, on peut discuter sur le montant de la formation professionnelle, dont on sait qu'elles sont en tout cas mal utilisées, mais en tout cas, il faut beaucoup plus prendre en compte le fait que la formation, c'est une affaire de toute une vie et ça doit être organisé sur toute la vie. Et ça tombe bien, ça va donner aussi aux universitaires la possibilité de s'occuper et de développer eux aussi de se former d'ailleurs, parce qu'ils en ont souvent bien besoin. Et la dernière chose sur laquelle j'aimerais insister, qui est un peu mon dada en ce moment, c'est l'idée de l'importance de la culture générale et des humanités. Importance paradoxale, parce qu'on a l'impression qu'il vaut mieux apprendre à coder, mais en fait non. On commence à se rendre compte que l'IA va s'auto-coder, donc c'est pas la peine. C'est un peu très intéressant pour l'amusement de savoir comment coder, mais en réalité, c'est pas ça qui va demain être important. Ce qui va demain être important, c'est la capacité à apporter de la valeur dans son travail à travers la créativité ou la capacité de relation humaine, évidemment, et la capacité aussi à être adaptable. Et ces deux capacités, elles sont données par ce que j'appelle la culture générale. C'est un terme, évidemment, qui est très galvaudé, qui est très inapproprié. Il ne faut pas le confondre cette culture générale avec on pourrait dire une culture gratuite, un savoir scientifique pointu. La culture générale, c'est une capacité générale à savoir connaître l'histoire de l'humanité, les grands moments de l'histoire, connaître les grandes œuvres, et à partir de là, avoir une capacité sociale qui est plus large. Il y a beaucoup d'études qui montrent que cette culture générale, c'est déjà aujourd'hui un plafond de verre terrible. On a parlé des différences de sexe, évidemment des différences de race et toutes les formes de discrimination. La culture générale, c'est la discrimination dont on ne parle jamais. Elle est terrible, et elle est d'autant plus terrible qu'elle frappe des gens qui ne savent pas, qui ne possèdent pas les codes, par définition, parce que si vous les possédiez, si vous le saviez, vous les posséderiez. Cette culture générale doit être développée. Là encore, ça plaide pour une réforme de l'enseignement supérieur. Je suis pour une réintroduction, le bac vient de se terminer, je suis pour une réintroduction d'une propédeutique à l'université, soit une propédeutique version light, c'est-à-dire qu'on introduit des prérequis pour rentrer. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un bac pro, vous pouvez rentrer en droit, vous avez le droit, parce que vous avez un bac. Vous savez, votre taux de chance de succès,
Zéro. Il n'y en a pas un qui réussit. Si en revanche, il faisait une propédeutique, on lui dit, c'est très bien, tu as un bac pro, tu veux faire du droit. Bon, tu veux vraiment faire du droit? Bon, ok. Tu vas faire 1 an de propédeutique, c'est-à-dire 1 an en fait où on va te remettre à niveau. Et si tu en veux vraiment, après tu vas pouvoir rentrer. Et bien là, il a une vraie chance de succès. Et ça, on peut l'étendre à beaucoup de formations. Ça a l'air d'être un peu vu du point de vue de l'universitaire, évidemment, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être vraiment important et ça permet aussi de régler ce fameux problème et cette fameuse dichotomie. Est-ce qu'il faut 0 sélection à l'université ou est-ce qu'il faut au contraire de la sélection? La réponse, elle est dans un système mixte. Il y a beaucoup d'universités ou d'établissements d'enseignement qui font ce genre de préparation. Oui. Voilà, c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus intégré dans les cursus. Alors, ça ne s'appelle pas propédeutique. Non, on peut l'appeler comme on veut, hein, évidemment. Pas forcément visible, mais le fait est que les 2 premières années d'université servent souvent de propédeutique, y compris pour faire autre chose que de l'université. C'est trop spécialisé, c'est trop vu par filière encore aujourd'hui, alors qu'il faut penser par compétence aujourd'hui, et plus par filière tubulaire. Xavier, sur les mutations du travail, tu avais commencé déjà et Oui. je t'ai coupé. Non, mais Donc c'est le moment de reprendre le fil. Je t'en remercie, ça me permet de me concentrer sur mon sujet maintenant. Des points assez balistiques, mais j'aime bien mettre les choses en perspective. Premièrement, ce qui nous intrigue tous en tant qu'observateurs, c'est la faiblesse du progrès technique actuel. La grande phase de destruction d'emplois, c'est la phase, enfin moi de mes parents, ça s'appelle les 30 glorieuses. C'est là où le monde du travail a complètement changé. Et pour de vrai. Enfin, on oublie, on fait comme si, oh là là, des tâches, des métiers vont disparaître. Mais avant, c'était bien pire. Avant, c'était bien pire. Vous voyez les métiers d'avant. Bon, je ne parle pas de Maréchal Ferrand parce que ça, c'est la tarte à la crème. Mais donc, il y a une transformation du monde du travail colossale, un ordre de grandeur supérieur à ce qu'on voit aujourd'hui, et même ce qu'on peut anticiper, qu'on a vécu, et que toutes les sociétés développées, avec des modes très différents, soit étatistes comme la France, soit très basés sur le marché, la mobilité comme les États-Unis, ont su gérer. Qu'est-ce qui est spécial avec cette vague technologique, cette forme de destruction d'emplois qu'on voit apparaître avec la question du numérique? Il y a un peu quelque chose de spécial. C'est que, alors sans être malthusien, on n'est pas sûr que les emplois créés vont générer des emplois nouveaux. Qu'est-ce qui est spécial et ce que montrent ces études, c'est qu'en fait, cette technologie nouvelle qu'appelle le numérique, elle est beaucoup plus complémentaire des tâches cognitives, la manipulation de symboles abstraits, que celle d'auparavant. Pensez à le grand réservoir de travail peu qualifié, ça a été l'industrie, qui nous a permis d'absorber aussi des flux migratoires importants. Les ouvriers, soit qualifiés, ça c'était assez haut dans l'évolution salariale, mais soit des manœuvres et autres, soit dans l'industrie des services, avec les services à la personne, donc, qui sont le grand pourvoyeur d'emplois non qualifiés aujourd'hui en France. Mais à part ces tâches-là, on n'est pas sûr que la question du numérique va créer des réservoirs d'emplois qui soient susceptibles de correspondre aux tâches cognitives passées. Ce qu'on voit sur les pays qui font des mesures, c'est que ça augmente considérablement les inégalités. Et donc la question de l'éducation, et je souligne le consensus qu'il y a, c'est un consensus très large sur la question de l'éducation aujourd'hui. Mais c'est pas factice, c'est que vraiment on a l'impression que l'accès à l'emploi et à la valeur ajoutée sera conditionnel à la capacité de gérer une interaction avec un ordinateur, une machine, un cadre du travail très numérisé. Donc cette question de l'emploi, elle est centrale. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que je vais revenir en troisième partie, je vais faire la seconde partie, c'est que la crise du travail dont on parlait en France était largement conjoncturelle, encore une fois. Le taux de chômage des jeunes dans tous les pays développés, c'est à peu près deux fois le taux de chômage normal. Donc le taux de chômage des jeunes est élevé dans tous les pays parce que s'il suffit que le marché du travail reprenne et on arrive encore à trouver des capacités de mise au travail des jeunes qui soient efficaces entre guillemets, quoi. Donc il n'y a rien de spécial en France, contrairement aux apparences, au taux de chômage des jeunes. Ce qui est spécial, c'est le taux de chômage élevé tout court. Par contre, si je prends un jeune ou un vieux avec la même qualification, il se débrouille pareil sur le marché du travail. Ce qui se dit, les jeunes en général sont peu qualifiés, c'est ça le problème. Et le problème, c'est effectivement les nets dont on a parlé, tiens, ça se parle plus fort. Alors, les nets dont on a parlé, ceux qui sortent de l'emploi sans aucune formation. Et là, il y a un problème spécifique du collège unique en France. Oui, ça va très bien. Il y a un problème spécifique, c'est au niveau du collège que ça se joue. C'est au niveau du collège unique. Le primaire, on sait gérer. Ceux qui font le passage avec le lycée, on sait gérer. Il y a un problème spécifique de la capacité éducative de l'éducation nationale à gérer des parcours atypiques du collège. Et là, il y a des débats très compliqués. Vous savez, l'autonomie des établissements, on en parle, on ne sait pas trop. Il y a des sujets importants, mais c'est lié, je pense, à la réforme du collège. Troisième point sur
je reviens sur la question du numérique. Je pense que la France est bien positionnée sur la question numérique. Un point, il y a une note du CAE qui est sortie sur la comparaison de la diffusion du numérique entre les pays, notamment dans les États. Je voudrais souligner que l'État français est un des États les plus efficaces dans la gestion de l'outil numérique. Il faut aller encore plus loin, il faut que l'État montre l'exemple, sa capacité de payer ses impôts, la capacité de refaire sa carte d'identité qu'on a perdue, ce qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps, enfin des choses comme ça. Ça paraît tout bête, mais la diffusion du numérique dans l'État, la pédagogie avec différentes personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser le numérique, la diffusion du très haut débit numérique sur le territoire français, vous savez qu'il y a un petit flottement sur la diffusion du très haut débit numérique. Je pense que l'État doit... Il y a quand même un volet de l'action publique complètement complémentaire et pas substitut à la capacité d'innovation des entreprises, dont a parlé Sandrine Duchesne, à laquelle je suis complètement d'accord, mais de soutien de la culture numérique dans des populations qui peuvent être assez éloignées, soit en termes d'éducation, soit en termes de territoire. C'est quelques milliards, mais ça tombe bien parce que ça fait partie du plan d'investissement qu'il faut absolument pas raboter, des 50 milliards. Il faut faire le très haut débit numérique et faire un plan de formation des chômeurs de longue durée pour permettre le retour à l'emploi de ces personnes. Donc je suis assez confiant, en fait, une fois que j'ai dit tout ça, aussi bien sur la manière conjoncturelle et structurelle autour de la question numérique, sur la capacité d'adaptation du marché du travail français. Un discours un peu plus optimiste que d'habitude. En fait, depuis le début, on parle sans micro, quoi. Oui, mais bon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut maîtriser d'ici. Denis Rank sur toujours donc les mutations de l'emploi. Alors, je voudrais à la fois dire que je suis d'accord avec beaucoup de choses qui ont été dites et à la fois relativiser un peu. D'abord, je suis d'accord avec Xavier, l'emploi a toujours évolué. Alors, je suis un peu plus âgé que la moyenne de la salle. Quand j'étais gamin, il y avait des chevaux dans les campagnes et, je n'ai plus les chiffres en tête, mais il y avait des millions de gens qui vivaient dans les campagnes. Et j'ai connu entre les années 50, où je suis né, et 60-70, une zone rurale massive qui a peuplé les villes. Donc, c'est des mouvements d'ampleur considérables. Et aujourd'hui, ce qui nous attend n'est probablement pas très différent de ce que nous avons connu il y a quelques années. Deuxièmement, des mouvements en avant dans tous les sens. Alors je suis d'accord qu'il y a certainement des traders qui vont être attaqués par les nouvelles technologies, comme des cols bleus. C'est vrai. Mais il me semble, on lit aussi parfois qu'il va y avoir une sorte de polarisation du travail, c'est-à-dire de plus en plus de travail très qualifié, de plus en plus de travail tout à fait disqualifié. On a regardé la fabrique, rien ne le prouve. Et il faudrait faire des études. On est là des rentrées économistes. Moi, je ne le suis pas. Je suis le seul pas économiste parmi vous. Moi, je suis un praticien, mais j'appellerais avec des études là-dessus. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. J'ai plutôt le sentiment qu'on assiste à un espèce de glissement général, avec peut-être un peu de mouvement brownien qui monte, qui descend, mais en gros, on va quand même avoir les emplois nouveaux qui vont se créer seront plutôt en haut de la chaîne, et les emplois qui sont détruits sont plutôt en bas, même s'il y a peut-être avoir des contre-exemples. Il faudrait regarder ça, à mon avis, de façon plus mesurée. Alors, le paradoxe dans lequel on est, c'est que si on admet cette thèse qu'en gros, l'emploi se déplace vers les emplois les plus qualifiés, et tout à l'heure, j'ai dit que c'était nécessaire parce qu'il fallait que l'on mérite nos hauts salaires. On n'est pas là pour baisser les salaires, on est là pour trouver des activités qui emploient nos gens à un salaire élevé dans un pays. On a la chance d'un pays à haut niveau de vie, et il faut donc évidemment pas vouloir singer la Chine, mais faire des industries qui correspondent à ce que l'on peut payer. L'ennui face à cela, c'est que, à l'inverse, la main-d'œuvre française est, je ne dis pas de plus en plus sous-qualifiée, mais on voit se développer, vous l'avez dit, une poche complète de sous-qualification, qu'ils proviennent de gens qui sont déjà au travail et qui n'ont pas évolué, et ça c'est la faute de l'entreprise, et j'y reviendrai, soit de gens qui sont dans le système scolaire et qui ont échoué. Et je crois qu'il y a donc du travail pour les deux. Vous avez dit qu'il y avait du boulot pour l'entreprise, et je suis content que vous ayez souligné que l'entreprise s'en rend compte. L'entreprise, elle va d'abord s'occuper de ses salariés à elle. Elle a beaucoup à faire, notamment les grandes. Et vous avez dit, je crois qu'à travers des démarches comme la gestion prévisionnelle d'emploi des qualifications, à travers les sommes considérables que l'on met sur la formation, on va réussir à s'occuper de nos employés. Pas de tous. On aura aussi quelques décrocheurs internes, mais je crois que dans l'ensemble, on tirera vers le haut ce qu'on sait faire. Ce que l'entreprise ne peut pas faire, elle le fait un peu, mais elle ne peut pas, elle, traiter tout seul des gens qui sont hors du système. Et ce qui, je crois, ne marche pas en France, notamment en termes de formation professionnelle, c'est que je suis un peu abrupte, mais comme la formation professionnelle est gérée par les acteurs de ceux qui ont un travail, c'est-à-dire le paritarisme entre les entreprises qui ont déjà des jobs et les syndicats de salariés qui représentent ceux qui ont aussi des jobs. Il n'est pas étonnant, à l'arrivée, que le système de formation soit très largement tourné par les gens qui ont un emploi
Et là où on a besoin de l'autorité nationale, c'est clairement d'accepter un assez gros sacrifice des gens, des insiders, en faveur des outsiders, et c'est la puissance publique qui doit, à mon avis, je crois qu'on y travaille, la puissance publique qui doit clairement réorienter vers les jeunes qui n'ont jamais eu d'emploi ou vers les chômeurs qui en ont eu un mais qui ne sont plus adaptés aux nouveaux emplois, un effort massif de formation. Quand je dis massif, c'est vraiment massif. Et on se gargarise en France du paritarisme à la française. Je crois que, soyons lucides, c'est un point sur lequel le paritarisme a échoué. Le paritarisme, il a été tourné vers les insiders, c'est pas normal. Donc je voulais à la fois relativiser. Je voudrais dire aussi qu'il est tout à fait important de s'occuper des choses nouvelles. Tout à l'heure, Sandrine nous a dit il faut qu'on arrête de réfléchir sur les trucs passés, qu'on travaille sur le futur. Oui, c'est vrai pour un think tank. Il faut que les think tanks regardent l'avenir. Mais on est là aussi pour parler de politique publique. Il faut aussi que les politiques publiques s'occupent de l'existant. C'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, je crois qu'il ne faut pas changer de discours. Il faut faire passer le discours de l'existant des think tanks vers les acteurs et qu'ils fassent ce qu'on leur a dit depuis 10 ans. Et puis nous, think tanks, nous occuper de ce que ce sera demain. Et enfin, dernier point, sur le numérique. Je crois que, là je vais faire un témoignage de patron d'Airbus, de président d'Airbus, nous avons chez Airbus lancé un programme numérique absolument majeur comme d'autres. Et on a un CEO, moi je suis que le président, donc je travaille à mi-temps, ce qui me permet d'être là, et le CEO a lancé un effort très fort de numérique. Et ce qui est très intéressant qu'on observe, c'est le risque de fracture, de fracture, si je puis dire, numérique dans l'entreprise. Alors pour l'aéro, c'est caractéristique, parce que ce qui est nouveau dans le numérique, c'est le fait d'aller vite. C'est le fait de dire, plutôt que de réfléchir sans s'étendre, de faire des études, on essaye, on met en œuvre, on fait un modèle, 3D, etc. Puis ça ne marche pas, on le jette, on fait autre chose. C'est d'aller vite, c'est de penser en dehors de la boîte. Or, la tradition industrielle ancienne, c'est justement l'inverse. Il faut que nos avions ils volent et qu'ils ne tombent pas. Il y a des vies à la clé. Donc la tradition aéronautique ancienne, c'est tout doit être pesé, tout doit être mesuré, il doit être comité. Il y a énormément de procédures. Et ce qui, moi, me hante, enfin m'interpelle, comme on dit, c'est comment on va à la fois numériser Airbus, parce qu'on a des tas de choses à faire, effectivement, pour sortir de nos vieux systèmes, mais sans abandonner néanmoins le sérieux, la qualité, la sécurité, qui font que vous osez encore prendre l'avion. Merci. Décidément, on entend beaucoup de gens qui plaident pour un retour de l'État dans la formation professionnelle, par exemple. Voilà. Avec l'entreprise, mais... Oui. Est-ce que on peut prendre deux questions avant la transition avec l'autre table ronde? Vous pouvez y aller. Oui, merci pour vos interventions. Une chose qui me frappe, c'est que beaucoup d'entreprises, les grandes entreprises détruisent de l'emploi, les petites entreprises créent des emplois. En fait, c'est assez vrai. Je vois que M. Randézan sera d'accord avec moi. Moi, je vis aux États-Unis. C'est clairement le cas dans les services financiers, dans l'industrie et dans la distribution. Ce sont trois grands secteurs d'activité où on est depuis déjà de nombreuses années dans un phénomène constant de destruction nette d'emploi. La deuxième chose, c'est je crois que si effectivement il y a moins d'emplois dans ces secteurs que j'ai mentionnés et dans d'autres aussi, c'est parce que ce qui a disparu, c'est le middle management. La nouvelle économie se caractérise par des structures hiérarchiques qui sont beaucoup plus plates. Beaucoup d'emplois étaient auparavant des emplois de middle management qui étaient en fait des intermédiaires pour faire passer de l'information du bas vers le haut, du haut vers le bas. Ces emplois maintenant sont des emplois sans valeur ajoutée et qui ne sont pas reconnus. Qui veut répondre sur ces questions? Oui, je veux dire, je suis en partie d'accord avec vous et en partie pas. Je pense que là encore, il faudrait mesurer mieux les choses. Mais j'ai vu une étude de l'AFEP, qui est l'Association française des grandes entreprises, qui montre que les grandes entreprises ont créé beaucoup d'emplois qu'on ne pense et plus que les petites. Donc je pense que ce que vous dites est vrai de l'industrie. Je crois que la grande industrie détruit de l'emploi et les PME start-up ou les PME ou les ETI industriels en créent. Si on regarde au niveau de l'ensemble des entreprises, c'est, je crois, moins vrai. Parce que Carrefour crée des emplois, parce que alors la banque maintenant en détruit, mais on a créé beaucoup par le passé. Donc attention, l'observation microéconomique n'est pas toujours le reflet de la grande. Bon, et puis de toute façon, à la limite, même si c'était vrai, que la grande entreprise détruit plus d'emplois, comme elle fait travailler de plus en plus de petites, l'écosystème global s'y retrouve naturellement. Xavier, voilà. Mais je crois que encore des trucs qu'on répète, qui sont des faits d'expérience souvent, parce qu'on a un certain point de vue. Je
Je suis sûr que ce que vous dites est vrai de l'industrie. Je suis moins sûr que ce soit vrai quand on prend tous les secteurs. On sait que les collectivités locales ont créé beaucoup d'emplois ces derniers temps. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Par exemple. Oui, Alors, non, plus. Factuellement, Il y a eu les deux. alors, factuellement et statistiquement, je m'en excuse, en fait, on pensait qu'effectivement, c'était les petites entreprises qui créaient de l'emploi et l'INSEE sortait les chiffres. Mais en fait, ils raisonnaient sur les unités légales, enfin, c'est quasiment les établissements. Et récemment, ce que fait l'INSEE, ça semble mais ça demande beaucoup de travail, on reconstruit les liens capitalistiques entre les entreprises. C'est-à-dire que vous avez des petites unités légales, mais qui appartiennent à des grands groupes, en fait. Et donc, c'est la notion de groupe, d'entreprise, plutôt que d'établissement qui fait sens. Et quand on recompose, on a un tableau complètement différent de la dynamique de la création d'emplois en France. On voit que les grands groupes, au sens capitalistique du terme, sont des créateurs nets d'emplois et tout aussi dynamiques que les petites PME, qui créent beaucoup d'emplois et qui en détruisent beaucoup. Et c'est là que se fait le renouvellement du tissu productif, se fait par les PME. C'est vrai, par l'innovation, etc. Mais le stock d'emploi global, les grandes structures existent toujours dans l'emploi français. C'est un peu factuel. Une autre question? Ouais, juste derrière. Je partage complètement. Parce qu'on sait que ça va se passer là, dans le monde qu'on est en train de décrire. Les innovations vont venir de là. Les usages, mais aussi de notre capacité collective à créer de l'innovation diffuse. Et donc dans ce monde-là, vous avez entièrement raison, il y a des gens qui partiront mieux armés que d'autres. Et donc l'enjeu de cohésion, il est bien là. Il est faire en sorte que ceux qui sont aujourd'hui exclus ne le soient pas encore davantage par l'accélération de la vague technologique. Donc je partage intégralement ce que vous dites, et j'ajouterais même que c'est peut-être, si on est post-présidentiel, c'est peut-être l'élément manquant finalement du débat. On n'a pas beaucoup parlé. Je peux dire juste rajouter un point simplement par rapport à ça. Bon, à l'Institut de l'entreprise, on travaille beaucoup justement sur la manière de réintégrer le stock. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit 1,8 million de personnes en France qui ont moins de 30 ans et qui n'ont pas de job, qui n'ont pas de diplôme et qui ne sont pas en formation. Qu'est-ce qu'ils font? On va aller chercher. Il y a donc beaucoup d'initiatives qui vont jusque chercher les jeunes dans les centres commerciaux, dans les cages d'escalier, pour aller justement les mettre dans un cadre où on leur apprend à rentrer en relation et on les met dans une situation pour retrouver du job. Donc ça, c'est un point. Maintenant, je pense que ça ne suffit pas. Je pense qu'il y a le deuxième sujet. Vous avez cité la confiance. Réseau, oui, mais confiance aussi. Et confiance, d'abord, c'est rendre confiance en eux à ceux qui n'ont pas de travail.
mais c'est aussi, finalement, dans les grandes organisations déjà constituées, donner confiance. Et je pense qu'aujourd'hui, ça, c'est un sujet très fort dans les entreprises françaises. Beaucoup d'entreprises sont conscientes de ça et travaillent dessus. On parle avec des anglicismes d'empowerment, donc comment on donne le pouvoir finalement aux équipes opérationnelles. Ça me paraît essentiel et finalement ça nous ramène un petit peu au sujet de l'attractivité, puisque finalement je pense qu'à la fin, ce qui va faire que la France développe son attractivité, qui par ailleurs se développe en ce moment, c'est la notion de l'entrepreneuriat, c'est l'esprit d'entreprise, et donc c'est la capacité à avoir confiance dans le présent et dans l'avenir et à prendre un risque. Oui, juste, je voulais absolument parler pour dire que je n'étais pas d'accord. Parce que tout le monde dit que la confiance c'est bien, ouais, mais on ne sait pas ce que c'est. Et je trouve que c'est une mauvaise représentation de ce qui se passe. Soyons concrets, Uber crée de l'emploi. Parce que juste, on ne fait pas confiance au... On fait confiance à Uber, parce qu'on sait que si le chauffeur fait une bêtise, il sera mal noté, il sera sorti. Le blockchain, la décentralisation des relations financières, c'est la décentralisation du contrôle. Donc je pense que la question du numérique change complètement cette notion de confiance. On fait confiance maintenant à des interfaces numériques, Facebook pour noter, la fourchette pour les restaurants, Uber, etc. Je pense que toutes les plateformes bifaces, Uber, eBay, etc., changent complètement la notion de confiance. Donc on n'a pas encore vraiment réfléchi la notion de confiance à l'ère du numérique. On a une décentralisation très très forte du contrôle. On peut parler de l'école 42 de Xavier Niel et tout. Enfin, il y a beaucoup plus de contrôle social par les données privées. Donc il y a toute une question sur les données personnelles, la fiscalité du numérique, la décentralisation du contrôle et la capacité de se retirer du numérique. Et je pense qu'on est au début de la réflexion sur la confiance à l'ère du numérique. Et je pense que ce que vous avez décrit sur les réseaux d'anciens, ça c'était le monde d'avant. Je pense que dans les nouveaux marchés du travail, la réputation numérique sera cruciale et sera un substitut à la confiance interpersonnelle. Olivier, une dernière intervention. Oui, j'ai l'impression que moi j'avais compris la question un peu différemment. J'avais compris à travers l'importance du réseau, mais moins du point de vue de la confiance comme le déclencheur d'une relation d'affaires. C'est vrai que c'était Granovetter, je crois, le sociologue Mark Granovetter, qui avait fait une étude qui s'appelait Getting a Job. Dans les années 70, il avait montré ce qu'il appelait la force des liens faibles, c'est-à-dire que c'était les liens faibles, pas les liens familiaux, mais les liens faibles, les amis d'amis d'amis, les gens rencontrés, qui faisaient qu'on avait un job, qu'on arrivait à trouver un job. Il s'était demandé comment on trouvait un job concrètement. Donc en effet, si on se pose la question, par exemple, du chômage des jeunes, on se dit, il est vraiment intéressant de voir cette capacité, finalement ce savoir-être, à entrer en relation, à organiser un réseau, à connaître des gens. C'est une compétence, et probablement jusque-là, le système éducatif était nul pour l'enseigner, pour le passer. Donc il y a probablement une idée de ce côté-là à nouveau de réforme, d'autant plus que c'est profondément inégalitaire, on le sait, puisqu'elle fait partie typiquement des soft skills, n'est-ce pas? Désolé de tous ces affreux anglicismes, mais des soft skills qui sont beaucoup mieux passés dans des contextes familiaux plus aisés et qui le sont particulièrement peu par ailleurs. Mais je rejoins ce qui a été dit ensuite. Il y a en effet un problème, et je trouve que c'est un autre problème, mais une question de changement de celui qui est vecteur de confiance avec Uber, avec la plateformisation. La plateforme nous livre de la confiance, nous donne de la confiance, et d'ailleurs l'État entre en crise parce qu'il se rend compte qu'il est en train de perdre son monopole d'accréditeur de confiance. Je crois qu'on est obligé d'arrêter là. Non, une dernière question ou pas? Non, il y avait d'autres gens, il y avait d'autres personnes derrière vous. Il y avait d'autres personnes. Il y avait une dame derrière vous. Monsieur, s'il vous plaît, il y a une dame derrière vous qui voulait parler. C'est un peu long, c'est sur la réforme du système éducatif, les décrocheurs par catégorie sociale et par territoire. C'est un vrai sujet. Il y a plusieurs modalités de réforme du collège. Il semblerait que l'uniformisation du programme national et son mode de formation ne correspondent pas à la diversité des profils sociaux. Cette phrase est super abstraite. Je n'en dirai pas plus.